Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Au Coin. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de... Jules. Bonjour Jules, ainsi que de... Charlotte. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'éducation inclusive, sujet d'actualité s'il en est. Et pour commencer, je vais aller au tableau. Au Coin. Parmi les sujets régulièrement discutés lors de l'élaboration annuelle du budget de l'éducation nationale figurent les accompagnants d'élèves en situation de handicap, ou AESH, dont le nombre et la rémunération sont la source de débats houleux. En 2024, le nombre d'AESH atteint ainsi près de 135 000 agents, soit plus de 10% des effectifs du ministère, mais près de 50 000 élèves sont toujours dans l'attente d'un accompagnant. Le budget 2026 permet certes une revalorisation nette d'une centaine d'euros, mais la faiblesse des rémunérations provient essentiellement des contrats souvent fixés à 24 heures hebdomadaires. Si les AESH sont aujourd'hui incontournables, c'est qu'ils répondent à un besoin. Alors que la loi Haby du 11 juillet 1975 entérine l'hétérogénéité des classes, en mettant fin à la scolarité en filière au profit du collège unique, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap garantit à chaque enfant en situation de handicap le droit d'être scolarisé dans une école ordinaire. Depuis, les avancées législatives sont fréquentes, comme la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019, introduisant le principe d'école inclusive dans le Code de l'éducation. Ces avancées sont l'écho d'une demande croissante de la société, puisque le nombre d'élèves scolarisés en situation de handicap dépasse aujourd'hui les 500 000, contre moins de 150 000 il y a 20 ans. Cette croissance rapide pose la question de la différenciation pratiquée par les professeurs, en particulier face au manque d'AESH, et des moyens mis en œuvre pour garantir l'équité du système éducatif. Et sur cette question, nous allons maintenant passer en îlot. Et tout d'abord, pour commencer, est-ce que l'un de vous, peut-être Jules, peut nous brosser le portrait des troubles qui peuvent affecter les élèves? Et je pense notamment aux fameux 10 qui sont assez commentés dans l'actualité, mais dont les gens n'ont pas forcément le détail en tête. Eh bien oui, mon cher Gauthier, les troubles 10 sont assez présents maintenant et sont C'est vrai que je divisés suis très cher. exactement et sont divisés en différentes branches, si je puis dire. Nous avons les dyscalculiques, les dyspraxiques, les dysgraphiques, les dysphasiques, les dyslexiques, les dysorthographiques. Très bien. Est-ce que tu peux préciser simplement les troubles qui sont associés à ces noms? Exactement. Alors pour ce qui tourne autour de la dyscalculie, on tournera plutôt autour de la logique et des mathématiques. Ce sont surtout des élèves qui seront en difficulté dans ces matières scientifiques. Les dysphasiques, c'est plutôt un problème relatif autour de la parole et du langage, où un certain retard peut être observé. Nous avons la dyslexie, un rapport assez difficile pour la personne, en tout cas avec concerne le français, les langues, la littérature et la lecture. Nous avons également le dysorthographique, qui lui, vous le en doutez bien, ça va tourner autour de la conjugaison, de l'orthographe, de la manière de conjuguer et de réécrire les mots, où il y aura toujours beaucoup de fautes, malheureusement. Nous avons la dyspraxie, qui est de la symbolique par rapport à la coordination des gestes, une mauvaise coordination des gestes, par exemple un enfant qui aura du mal à faire ses lacets, couper sa viande, ou encore manier les différentes parties de son corps de façon normale, on pourrait dire. La dysgraphie, de son côté, concerne un rapport à l'écriture qui est plutôt compliqué, qui va souvent de pair avec la dyspraxie d'ailleurs. De ce fait également, nous avons du coup tous ces troubles 10 qui apportent du coup certaines difficultés aux enfants concernés. Notez comme Jules a repris son ton solennel du premier épisode pour cette intervention très, très descriptive. Bon, alors, et la viande, c'est pas nécessairement du domaine de l'école, quoique ça pourrait intéresser certains personnels à la cantine. Mais dans ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de troubles qui peuvent affecter les apprentissages. À tous ces 10, on peut aussi ajouter certains troubles qui sont liés davantage au comportement. Je crois qu'il y avait une histoire de TDAH, quelque chose comme ça. J'ai plus la définition exacte. Trouble de l'attention et bon, bon, tout ce qui est Trouble attention. de l'attention et de l'hyperactivité, quelque Oh chose oui, comme ça. merci Charlotte. Et puis les élèves intellectuellement précoces aussi, les EIP. Donc face à tous ces désordres-là, on a différentes procédures qui peuvent être mises en œuvre. J'ai fait une rapide recherche. Les PAI, ça c'est plutôt pour les handicaps moteurs, le projet d'accueil individualisé. Le PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, ça c'est davantage pour les retards assez disciplinaires, on va dire, qui sont accumulés lors de l'école primaire. Et ensuite, pour ce qui va davantage nous concerner, nous, sur le plan de notre expérience personnelle, on a les PAP, plans d'accompagnement personnalisé, qui sont mis en place sur proposition du conseil de classe ou sur demande de la famille. Et les PPS,
projets personnalisés de scolarisation qui, eux, doivent intervenir après une saisie de la MDPH, c'est-à-dire de la Maison départementale des personnes handicapées. Alors ma question, est-ce que l'un de vous a déjà été confronté à ce type, je fais des E, c'est Brewen le monteur, pour les auditeurs, il faut qu'ils sachent qu'il y a Brewen, la petite main magique au montage, et il est très embêté par nos E, donc voilà, disons que je fais exprès pour l'embêter. Et donc, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de trouble durant vos stages, vos expériences professionnelles précédentes? Charlotte. Alors, oui, lors de ma licence, de ma dernière année de licence, j'ai fait un stage en grande section P. C'était une classe à double niveau. Très courageux de ta part. Et mon sujet d'ailleurs de mémoire de licence portait sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc les élèves BEP. C'est aussi un autre nom pour recenser tous ces élèves qui ont des difficultés. Et je me suis beaucoup intéressée sur l'inclusion scolaire. Et donc, durant ce stage, j'ai vu différents types d'élèves, notamment un élève avec beaucoup d'hyperactivité. Et j'ai questionné ma tutrice sur quelles étaient les méthodes ou les choses qu'elle mettait en place pour cet élève. Je voyais par exemple qu'il avait beaucoup de mal à se mettre dans les exercices, il avait beaucoup de retard, tout simplement parce qu'il souhaitait faire autre chose ou il n'était pas attentif à ce moment-là, et forcément il prenait du retard, et sur l'évaluation des compétences, c'était différent. Et c'était plus compliqué. Voilà. Je pourrais dire d'autres choses, mais je pense que je vais également laisser la parole à Jules pour nous expliquer s'il a déjà rencontré Rapide des retour élèves, 10. d'expérience. Lors de mes stages, j'ai vécu différentes expériences avec différents élèves, notamment des élèves atteints de troubles 10, effectivement, qui ont l'usage de l'ordinateur en classe, d'autres qui n'ont pas l'ordinateur en classe parce que ce n'est pas nécessaire à tous les troubles 10. En tout cas, tous les enfants 10 n'ont pas d'ordinateur en classe, mais très souvent, on va retrouver l'ordinateur en classe pour les enfants qui ont un trouble 10 de l'ordre de la dysgraphie et dyspraxie, généralement, pour les aider à écrire. Moi-même étant un élève qui a souffert de sa dyspraxie durant les années de primaire, j'ai pu bénéficier... Respect, hommage. Merci. Et j'ai pu bénéficier grâce à des aménagements à l'ordinateur depuis la classe de CM2 à peu près, le CM2, vers la fin du CM2 en tout cas, jusqu'à maintenant où j'ai toujours l'ordinateur, ça m'a jamais quitté. Et ça m'a beaucoup aidé dans la rédaction et le suivi des cours, ce qui n'était pas forcément le cas à l'écriture manuscrite. Est-ce que c'était dans le cadre d'un PAP ou d'un PPS te concernant? Je crois qu'il y a eu les deux parce que ça a été très... Moi, ça a été une époque, c'était 2012, ça fait un bail. C'était dans les précurseurs. Je suis remonté, ça a été très, 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 très compliqué. J'ai dû passer devant une cour d'appel, devant un petit tribunal carrément. Je n'ai plus les détails complets parce que j'étais petit à l'époque, mais en tout cas, j'ai vraiment dû passer devant un jury, montrer mes carnets d'écriture manuscrite qui ne ressemblaient absolument à rien primaire. Et je me rappellerai toujours de cette voix magnifique qu'a pris une des jurys, que je pense que je n'ai aucune envie de revoir dans ma vie, qui m'a quand même dit « Oh, mais vous avez une si belle écriture ». Alors que bon, même moi, je n'arrivais même pas à lire un seul mot de ce que j'avais écrit. Peut-être était-elle elle-même atteinte d'une myopie ou d'une forme sévère de cécité? Je ne sais pas. Et puis on m'a fait faire un bel exercice aussi. On m'a forcé à signer de moi-même, alors que bon, je ne signe jamais. Je ne signais jamais à l'époque. J'écrivais très mal. Mais bon, en tout cas, c'était très mal encadré à l'époque. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais à l'époque, il y avait quand même une sorte de méfiance quand même envers ces enfants 10. On donnait C'est méfiance dans le sens, il voulait éviter d'accorder des avantages indus. Oui, mais je pense que c'était pas forcément ça, mais qu'il y avait quand même une méfiance. Certains n'étaient pas forcément très à même à parler de ces sujets-là. Et beaucoup se méfiaient. Il y avait encore des choses qu'on peut toujours encore entendre, je pense, aujourd'hui, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est que ces choses? C'est les enfants moyens qui bénéficient de ça parce qu'ils sont pas bons. Voilà, il y a des choses comme ça. Et là, à l'époque, en tout cas, c'était le cas. Je l'ai senti comme ça. Moi, enfant de 9-10 ans, qui passait devant un tribunal quand même pour montrer ses cahiers, vraiment pour qu'on puisse me voir à quel point j'écrivais si bien, comme il le disait, alors que pas du tout. Donc, tu as quand même été marqué par la lourdeur de la procédure à l'époque. Ah, ben j'étais marqué par la lourdeur déjà des remarques, parce que dès le CP, on me faisait des remarques comme quoi j'écrivais pas bien, que j'étais à peu près un bonnet ou je ne sais quoi. Qu'on a mis du mal à comprendre. Du coup, on a compris avec des séances d'orthophonie, des aménagements qui sont arrivés ensuite. Il a fallu une rééducation quand même, parce que je partais de loin quand même. On subit quand même quelques moqueries en tant qu'enfant 10. Je me souviens qu'en maternelle, on nous apprenait, je crois, dans certaines leçons à faire ses lacets. Toute la classe rigolait du pauvre Jules qui n'arrivait pas à faire ses lacets, mais personne ne savait pourquoi. Et toi, Charlotte, les soucis que tu as mentionnés et que tu avais rencontrés durant ton stage, est-ce que tu t'étais renseigné sur le dispositif précis qui avait été mis en place? Alors, j'ai beaucoup parlé avec ma tutrice pour savoir qu'est-ce qui était mis en place pour cet élève, et j'ai appris que les parents faisaient un peu les aveugles
et donc que cet élève n'avait pas l'accompagnement nécessaire, il n'avait pas d'AESH attitré. Le bon point, cependant, c'est que dans cette classe à double niveau, il y avait une ATSEM. Et en plus de ça, j'étais là. Donc comme on était 3 dans la classe, parfois, je prenais un temps avec cet élève pour pouvoir l'aider à faire ses exercices, à aller à son rythme. C'est pratique quand il y a plusieurs adultes dans une classe, mais il ne faut pas oublier qu'à partir du niveau CE1, les professeurs sont seuls, donc pas forcément accompagnés, et qu'il est difficile généralement d'aller au bout de ce qu'on a prévu, déjà en manière générale, mais également avec des élèves qui peuvent avoir des troubles, des troubles 10, tout simplement parce que forcément il faut constamment s'adapter. Et est-ce que à ce sujet-là, tu as vu des réalisations particulières qui t'ont marqué, des adaptations spécifiques? Alors oui, pour un autre élève qui avait du mal avec la police d'écriture, les, hum, tout ce qui était imprimé était en police plus grande et sous format A3 au lieu d'un format A4. Il avait également des images en couleur qui pouvaient l'aider lors des évaluations nationales, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et également, comme on est 3 étudiants de master, on a un cours qui s'appelle éducation inclusive et qui nous donne pas mal de bagages pour adapter nos séances, nos séquences et tout ce que l'on va préparer pour les élèves. Les feuilles A3, pas bon pour l'écologie. Par rapport à une autre de tes remarques, c'est vrai que j'ai aussi rencontré en stage beaucoup de parents qui pouvaient être assez réticents vis-à-vis des adaptations qui pouvaient être proposées à leur enfant sur l'équipe pédagogique. Vas-y, je vois que tu veux Alors, j'ai rajouter un quelque truc chose. à te dire par rapport à ça. J'ai discuté. Il faut savoir que dès qu'il y a une difficulté qui est perçue chez l'élève, il y a des tests qui sont passés, il y a un diagnostic qui est fait. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est les parents qui ont toujours le dernier mot. Si les parents n'acceptent pas un dispositif, par exemple si leur élève est par exemple dyslexique, si les parents ne veulent pas qu'il y ait une aide, une AESH ou tout autre, c'est leur droit. Le souci, c'est que le système est mal fait également. Tout simplement parce que pour détecter un élève, généralement, on va voir qu'il a quelques difficultés en grande section. Et ça va s'étaler. Les procédures sont longues, ça prend 2-3 ans. Donc, le diagnostic va être fait, par exemple en CE1, CE2. À demander la réponse des parents, ça prend encore plus de temps. Et parfois, il y a plein d'élèves qui ont besoin d'aménagement, mais qui n'en ont pas, tout simplement parce que les parents refusent pour pas que leur enfant soit stigmatisé, mais également parce que la procédure est trop longue. Et c'est vrai qu'en stage dans le collège où j'étais à Talence, il y avait encore des élèves où on en était au stade du diagnostic, parce que les profs repéraient des choses qui n'avaient pas forcément été perçues à l'école primaire et que les parents faisaient la sourde oreille tout simplement. Alors, pour quelle raison? Parce que théoriquement, ça peut compenser les difficultés de leur enfant sur le plan scolaire, mais peut-être qu'ils voulaient entretenir cette idée que leur enfant rentrait dans une norme établie. Bon, ça c'est toujours un peu délicat à aborder avec les parents. Toi, Jules, du coup, j'imagine, puisque c'est intervenu assez tôt, que tes parents étaient assez ouverts vis-à-vis de potentielles adaptations. Ils étaient assez ouverts, hein. Ma mère m'a beaucoup accompagné et m'a beaucoup aidé et soutenu tout au long de ma scolarité. Entre les séances d'orthophonie, les séances d'ergothérapie, l'ergothérapie, très simplement, hein, ça m'a permis à manipuler correctement l'ordinateur. Voilà, parce que l'ordinateur, vous voyez, quand vous êtes devant votre clavier, vous tapez vos touches, etc., comme un humain normal, hein. Mais moi, pour être plus productif et pour avoir rattrapé le retard que j'ai pu prendre à la main en ergothérapie, on m'a posé des paillettes sur toutes les touches et j'ai appris à taper sur les touches du clavier sans les reconnaître, à taper juste sans voir les touches, hein, juste d'instinct pour taper encore plus vite. Donc j'arrivais particulièrement en arrivant au collège à taper mes leçons sans regarder mes touches et juste en fixant le tableau et en recopiant manuellement. Donc forcément, il y a une aide. Ma famille m'a beaucoup soutenu et c'est un truc que j'ai pas vu dans beaucoup de familles. Une famille qui soutient autant un enfant. Il y a beaucoup de familles où j'ai un ami actuellement, hein, d'ailleurs, hein, qui souffre de troubles 10 et on lui a fait remarquer quasiment à l'entrée des études supérieures. Ça n'a jamais été pris en compte. Toute sa vie, il a eu des critiques comme quoi il faisait plein de fautes d'orthographe et tout, mais ça n'a jamais été pris en compte par le corps enseignant de là où il a été en tout cas. Et du coup, l'information a dû être très mal remontée à ses parents. Et du coup, il se retrouve à plus de la vingtaine passée, avec sa dysorthographie qu'il n'a jamais pu traiter. Il fait encore plein de fautes. Alors que, pour l'anecdote, hein, moi, mon petit frère est dysorthographique. On a bien fait les choses dans la famille. On s'est réparti les tâches. Hein, donc, dysorthographie, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie de l'autre. Voilà, on s'est bien mélangé. Il manquait plus que la dysphasie, heureusement personne ne l'a. Mais lui a été pris en charge. Il y a eu des séances d'orthophonie comme moi. On se relayait d'ailleurs. Je me souviens toujours de ces petites séances d'orthophonie où moi je passais, puis j'allais dans la salle d'attente, je disais à ton tour. Donc c'était des petites choses comme ça. Et lui, du coup, Le pèlerinage familial. Exactement, pèlerinage chez l'orthophoniste.
Et lui, exactement, bah, du coup, il a pu travailler tout ça, sa dyslexie, sa dysorthographie. Du coup, il fait moins de fautes, il est un peu plus à l'aise, il fait toujours des fautes, et il a des choses mais il aura toujours du mal à mettre, pas à mettre en lumière, mais qu'il aura du mal à soulager, quoi. Mais c'est normal. Mais en tout cas, il y arrive beaucoup mieux. Il a eu une prise en main et il y a des choses qu'il arrive beaucoup mieux faire que quand il était plus jeune. À ce sujet-là, bon, vous n'étiez pas les seuls, puisque je l'ai mentionné en introduction. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 élèves à besoins particuliers qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Ça pose quand même la question de la charge pour les professeurs du point de vue de la différenciation. Est-ce que vous avez eu à l'expérimenter vous-même dans la création de séquences et comment est-ce que vous appréhendez ça, sachant qu'il y a des stages où j'ai officié, où il pouvait y avoir jusqu'à 7 élèves par classe avec un besoin éducatif particulier, tous différents. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cette charge qui pèse sur les professeurs? Moi, ça sera très personnel, mais moi, comme j'ai été, je suis toujours, hein, ça s'en va pas, les problèmes 10, hein, c'est pas après l'école que ça s'en va, ça reste toute la vie. T'es sensibilisé? Je suis sensibilisé et du coup, pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que j'ai trouvé que moi, bon, c'était une autre époque, mais quand j'étais au collège en 2012 jusqu'à 2016 à peu près, c'est ça, ouais. Bah, du coup, les profs, ils étaient ouverts, ils savaient que ça existait, mais voilà, c'était à nous de nous adapter. Là, je pense que déjà, rien qu'avoir un modèle à peu près 100% dans numérique, ça aide grandement les élèves, ça aide tout le monde, globalement. Vous ne laisserez personne de côté. Accordez une attention, ne laissez pas de côté les enfants qui ont des problèmes 10, mais pas que, hein, il n'y a pas que ça, non plus, il y a d'autres problèmes. Les laissez pas de côté, gardez toujours un œil sur eux, ne pas hésiter à leur réexpliquer, à leur faire des formats différents. Moi, je sais que pour les épreuves, dès le collège, j'avais des épreuves qui comportaient des formats différents pour moi. Par exemple, au lieu d'avoir du A3, du A4, j'avais du A3. Je pouvais avoir aussi de la police tapotée à l'ordinateur en comics sans MS ou en Arial en 14 pour mieux voir, pour moins perdre de temps entre les lignes à lire, entre le Times New Roman 11 ou 12 ou je ne sais quoi qui est écrit en tout petit là. Mais ça aidera grandement pour les élèves dyslexiques. Même Vive le Times New Roman. je ne suis pas de cet avis, mais tu en feras ce que tu voudras. Vive le Gauthier. Times New Roman quand on peut le lire. Oui, bon, maintenant j'arrive à le lire, hein, que je rassure l'audimat, hein, j'arrive à le lire. Mais non, quand j'étais plus jeune, c'était compliqué, quoi. La différence en ligne. J'ai même fait des séances avec pour travailler mes yeux, hein. J'ai fait beaucoup de rééducation autour de mes yeux pour apprendre à lire, à bien bouger les yeux, bien suivre. Avec la dyspraxie, ça retarde aussi, hein, le mouvement des yeux. Donc vraiment, il a fallu tout travailler de A à Z. Et vraiment, laissez pas de côté ces enfants. Et la priorité, quand même, maintenant qu'on a la chance d'avoir le matériel informatique et numérique, axer notre apprentissage là-dessus, c'est quelque chose qui est primordial, je pense, pour ne laisser personne de côté. C'est vrai que les moyens technologiques aident quand même pour cette prise en charge des élèves à besoins éducatifs Déjà particuliers. déjà qu'ils étaient pas mal en 2012, alors en 2026. Par rapport même à, disons, avant la loi Haby que je mentionnais en introduction, avant les années 80-90, ça devait être plus délicat d'adapter les ouvrages et les supports de cours aux différents Je besoins. pense que dans les années 80-90, il y a beaucoup d'élèves qui ont été traités de bonnets d'âne dans les classes, qui souffraient de problème 10. Mais comme ils n'étaient pas reconnus, Voire carrément sortis des classes. c'est possible. C'est pour ça que c'est une génération. D'ailleurs, on est dans une génération quasiment tout le monde a son bac maintenant. Alors qu'à l'époque, vous aviez beaucoup d'enfants qui arrêtaient l'école à 14 ans, 15 ans, quoi. Bon, après, ça, il y a aussi le sujet de la baisse du niveau, mais c'est un autre débat C'est un autre débat, ardent mais que nous n'aborderons pas. les deux rentrent en corrélation, ça rentre dans ce cadre-là de l'âge, en tout cas. En coloration, En corrélation. donne-nous tous tes projets capillaires, Jules. Gauthier, je peux te faire une coloration d'une couleur particulière, si tu veux. J'ai toujours craint la décoloration, puisque mon père est chauve, mais une coloration, pourquoi pas. Ceci étant dit... Alors, tout dépend de ce que tu veux faire et si tes cheveux acceptent la décoloration. Ben, exactement, voilà. Déjà qu'il y a 50% de chance, on va pas accélérer verrai le bien, processus. monsieur Gauthier, le présentateur jaune poussin. Non, bah ça ira, merci. Par rapport à la difficulté de se faire reconnaître et aux potentielles réticences de l'administration, j'ai été retombé sur une tribune publiée par Hugo Portier, qui est professeur en Seine-Saint-Denis dans l'hebdomadaire Marianne le 10 novembre 2025, et qui disait « Avec les plans d'accompagnement personnalisés, l'école a médicalisé l'échec » et qui effectivement parlait du risque de confondre la difficulté scolaire et le handicap ou le besoin particulier. Vis-à-vis de ça, comment est-ce que vous vous situez ? À quel moment est-ce que vous estimez qu'il faut lancer un diagnostic pour voir si potentiellement il y a une situation de handicap ou un besoin particulier ?
Alors généralement, je dirais, c'est selon les travaux réalisés en classe. Par exemple, si on prend le premier degré, les professeurs du premier degré vont voir en faisant différentes activités, que ce soit de l'écriture, du coloriage ou toute autre activité par rapport à des matières précises, si des élèves ont plus ou moins de difficultés. Bien évidemment, il faut reconnaître la difficulté de savoir faire les choses d'un problème 10 et petit à petit, Et la difficulté ou l'absence de travail aussi. oui, exactement. Et après ça, il faudrait. Ça peut passer par discuter avec l'équipe éducative et même pédagogique sur cet élève en disant bah voilà, je rencontre tel problème. Voir si. Tu l'as raté. Non, c'est dans le mille. Ok, alors dans ce cas-là. Pendant que Charlotte parlait sans aucun respect, Jules est allé jeter un chewing-gum dans la poubelle. Voilà, comme ça les auditeurs sauront et pourront juger du peu d'intérêt porté par Jules à nos discussions. Mais Charlotte, je t'en prie, reprends. Charlotte reste dans mes oreilles et nous Et dans ton cœur. C'est glauque comme nous phrase. écoutons attentivement ce qu'elle nous raconte. Jules, qui est le réalisateur de l'émission, il faut savoir qu'il écoute la voix de Charlotte pour s'endormir le soir. Il a fait des Pitié, playlists. non. Mais j'écoute la voix de Gauthier pour motiver à la salle de sport. Ah, tu fais bien. Avec son polo orange, il nous motive. Bon voilà, ce dérapage étant terminé, Charlotte, je t'en prie, tu peux reprendre. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc, après avoir parlé avec le reste des professeurs pour savoir peut-être si ce professeur peut avoir un coup de main ou un avis extérieur, voir bien évidemment si cet élève n'a pas des troubles. Je crois qu'il y a toute une procédure, ça doit passer par, je pense, beaucoup de paperasse. Également, je crois qu'il y a des institutions qui sont convoquées pour reconnaître si un enfant a des troubles 10, également des professionnels de santé. Et bien sûr, la dernière étape, c'est mettre au courant les parents, leur demander de l'acceptation d'aménagement, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai, et l'avantage à cet égard de la codification et disons de l'inflation réglementaire des dernières années, c'est que tout est aussi davantage borné et les professeurs ont davantage de moyens et de supports pour déterminer quand est-ce qu'ils doivent lancer un diagnostic, quand est-ce qu'ils peuvent lancer une procédure pour obtenir un diagnostic. En fait, il y a plein de Quand choses. est-ce qu'ils peuvent alarmer les parents éventuellement C'est ça. sur La d'éventuels troubles. procédure, elle prend au minimum 2 à 3 ans pour être vue, pour être analysée et pour avoir un retour. C'est long de 3 ans pour un enfant qui a besoin d'aménagement. Et tout dépend de l'implication des parents. Et d'ailleurs, je vais revenir sur la tribune d'Hugo Portier. Dans sa tribune, il dit, donc il enseigne en Seine-Saint-Denis, dans les établissements populaires, les PAP se comptent sur les doigts d'une main. Dans les lycées favorisés, ils remplissent des classeurs entiers. On arrive aussi à la question de l'accompagnement des parents dont on a déjà parlé et de la lisibilité de la procédure pour des gens qui ne sont pas toujours au fait de comment remplir un dossier administratif complexe à envoyer à la DPH. Là-dessus, je peux apporter mon expérience personnelle, disons. On ne sait pas comment c'est arrivé. J'ai fréquenté l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour y étudier le droit pendant 2 ans. Et dans le petit diplôme binational, disons, international où j'étais, sur les 25 élèves de la promotion, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 qui avaient un aménagement reconnu et qui avaient cours à la fois pendant les épreuves et pendant les cours, disons, de TD. Je suis ensuite reparti pour l'université de Cergy-Pontoise où j'ai étudié l'histoire. Et là, sur 200 élèves, il y en avait un qui avait un besoin particulier. Donc, il y a aussi cette question de comment est-ce qu'on facilite la procédure pour que même les gens qui ont des parents qui peuvent avoir eux-mêmes des difficultés à suivre des procédures administratives complexes peuvent néanmoins obtenir pour leur enfant des dispositifs et pour pas que ce ne soit réservé qu'à une élite qui connaîtrait tout, qui aurait déjà des informations vis-à-vis de ces dispositifs-là. Il y a plein de choses à mettre en place. Déjà, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour accompagner les personnes qui, par exemple, viennent d'autres pays et ne parlent pas le français. Ou tout simplement des personnes Ça qui peut faire partie des problèmes, oui. Ou même des personnes, par exemple, des parents qui sont assez âgés et qui comprennent pas forcément les questions ou qui ont plus de mal peut-être avec la technologie. Ça pourrait être intéressant de soit mettre un tuto vidéo à disposition de tous ou qu'il y ait des personnes qui soient là présentes peut-être 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour aider les personnes, soit Après, se déplacer de manière il faut toujours physique ou raisonner non. à moyens constants aussi. Oui, mais tu vois, ce genre de solution, ça permettrait moins de problèmes. Après, je n'ai jamais vu les formulaires à remplir, mais peut-être qu'il y a des questions qui sont parfois
particulière ou ou posée de manière assez incongrue. Ce qui est vrai, ceci étant, c'est que souvent, on a un référent inclusion dans les établissements, mais qui va en même temps être professeur. Et donc, le nombre d'heures qui va être affecté à cette tâche n'est pas forcément en relation avec la somme de travail total qui Si doit tu être regardes, imposée. nous, on va être professeur dans le second degré. On sait qu'on a tant d'heures de travail auprès des élèves, mais on sait qu'on va en faire 10 fois plus derrière pour rien que les préparations de séquences, de séances, tout ça. Et pourtant, on n'est pas payé pour. Voilà, c'est encore une bouteille à la mer. Merci Charlotte. Eh bien, je vous propose de passer dans ce cas-là à la très fameuse disputation. Et pour cette disputation, l'extrait de l'encyclique Divini Ilius Magistri du 31 décembre 1929 que je vous ai trouvé, l'État peut exiger et dès lors faire en sorte que tous les citoyens aient la connaissance nécessaire de leurs devoirs civiques et nationaux, puis un certain degré de culture intellectuelle, morale et physique qui, vu les conditions de notre temps, est vraiment requis pour le bien commun. Je trouvais que cette citation était intéressante parce que l'essentiel dans la citation, c'est tous les citoyens. Et effectivement, pour le bien commun, les élèves à besoins particuliers. Éducatif particulier. Éducatif particulier. T'étais Tu bien. vois, parfois j'hésite un petit peu dans les. Dis-toi que l'acronyme, c'est BEP. Je remercie le ministère pour tous ces acronymes qu'ils nous ont préparés. Donc, c'est vrai que ces élèves-là, ils vont devoir faire leur travail de citoyen. Ils vont évidemment avoir le droit de vote, comme chacun d'entre nous. Et donc, heureusement. on est d'accord. Mhm. Mais donc, il est important qu'eux-mêmes puissent assurer ce rôle, et c'est en ça qu'ils puissent avoir les connaissances nécessaires. Et en ça, on voit aussi les bienfaits du collège unique dont on discutait déjà sur la formation professionnelle lors d'un dernier épisode. Les bienfaits du collège unique, c'est aussi ça, c'est-à-dire raccrocher à l'ensemble des élèves et à un socle commun de connaissances et de compétences des élèves qui sinon auraient été un petit peu laissés soit sur le bas-côté, soit avec des dispositifs particuliers, mais où ils auraient peut-être appris moins de choses. Je ne sais pas si vous aviez un commentaire à faire là-dessus, sur la nécessité citoyenne, disons, de regrouper l'ensemble des élèves. Pas vraiment, puisqu'aujourd'hui, c'est inscrit dans les programmes, tout ce qui est inclusion scolaire. Enfin, même en tant qu'étudiants, on nous met en garde là-dessus et on nous dit que c'est vraiment la chose à faire. C'est la chose qui prime. En plus de respecter les programmes et d'essayer de les suivre jusqu'à la fin de l'année. Puis les programmes et même la loi, je parlais de la loi du 11 février 2005 en introduction, c'est un impératif légal. Après, la question, c'est l'état de la loi et il y a la question du bien fondé de la loi. Là, ce que nous suggère cette encyclique, c'est plutôt qu'effectivement, la loi va dans le bon sens. Oui, et puis heureusement qu'elle est là, puisque aujourd'hui, comme tu l'as énoncé, il y a beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Enfin, ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans, enfin, ou il y a quelques années en tout cas. Donc ça prouve également que l'État français sait s'adapter et prend des mesures ou adopte ses lois en fonction de sa population. Et par rapport à ça, tout à l'heure, je vais vous dire, au cinéma, actuellement, il y a un film qui s'appelle I Swear. Et ça parle c'est une histoire vraie sur... Attends. Refais-nous un petit peu l'accent anglais. I Swear. I swear. Merci, merci Gauthier. Et ça parle d'un homme qui a le syndrome, je crois, de la Tourette, quelque chose comme ça. Et comment il évolue dans son milieu et comment, en fait, les autres le jugent, puisque je crois que c'est dans les années 80, avant que le syndrome soit reconnu. Donc c'est assez intéressant de voir comment cet homme a dû évoluer et comment il a dû faire face aux critiques. Et ça peut être également une belle illustration de ce que... Enfin, pas forcément une belle illustration, mais une illustration tout court de ce que peuvent... Du ressenti, finalement. Merci, oui, du ressenti. Mais c'est vrai que villes élèves en Master MEF que nous sommes vont pas tellement... On a vraiment axé cet épisode du point de vue de l'institution et des professeurs, les adaptations à faire. C'est vrai qu'on n'a pas interrogé aussi le point de vue de ces élèves et leur ressenti par rapport aux adaptations et puis par rapport à leurs camarades aussi. Et c'est vrai que c'est un point intéressant que tu soulèves. Jules, un dernier mot ? Ça reste une nécessité d'intégrer ses enfants, de toute façon, comme on l'a vu tout au long de ce podcast. Mais ça reste quelque chose, comme l'a dit Charlotte, ça reste une priorité pour nous enseignants maintenant formés en 2026. Ça l'était bien moins il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, ça reste quand même une... Et ça l'est toujours bien moins pour des professeurs pas nécessairement formés au 21e siècle. Oui, ça... Mais ça, c'est comme pour tout. Hein, quand vous n'avez pas la formation nécessaire, que vous êtes
Près Vous avez été- 2005, disons. Vous avez été, entre guillemets, jeune dans une autre génération. C'est compliqué de s'adapter, mais ça, c'est difficile pour tout. On peut leur en vouloir, mais malheureusement aussi, c'est compliqué de leur en vouloir d'un point de vue parce que ils n'ont pas été formés à ça, ils n'ont pas le recul là-dessus. Préférez toujours le professeur qui n'a pas été formé, qui fait des efforts, que celui qui n'en fera jamais. Et c'est sur ces doux mots que nous allons conclure cet épisode de Au Coin. Je remercie Jules et Charlotte pour leurs interventions. Brewen au merci à toi, montage, évidemment. Gauthier. Merci Aussi. à vous Merci, deux. merci, je suis très ému. Ces applaudissements valaient pour nous 4. Brewen, donc je disais, au montage. Et puis, évidemment, nos auditeurs, merci à vous de nous écouter. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Au Coin!